Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Pour cet épisode du mois d'avril 2023, je vous propose un format un petit peu différent, un format hors série corruption et. Dans les prochains mois, je vais vous proposer toute une série d'épisodes thématiques corruption et. Et pour celui-ci, ce sera corruption et droits humains. Pour en parler, j'ai reçu Liliane Mouane, qui est Senior Advisor sur les questions corruption et droits humains pour le bureau régional Afrique centrale et de l'Ouest au sein d'Amnesty International. Amnesty International est un mouvement de plus de 10 millions de personnes dans 150 pays qui a pour but de protéger et défendre les droits humains. Alors vous avez certainement entendu parler de droits de l'homme, droits humains, qu'est-ce qu'on doit choisir ? Alors la terminologie officielle en français c'est droits de l'homme, mais en fait le terme de droits humains est devenu l'expression préférée car elle est non discriminante. Elle permet d'inclure l'ensemble des êtres humains, les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, en anglais, on parle de human rights. Que sont ces droits humains ? Ce sont des droits universels que nous avons tous, peu importe notre nationalité, sexe, couleur, religion, langue, etc. Cela comprend le droit à la vie, le droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à la liberté d'expression, entre autres. Il y a bien sûr plein d'autres droits humains. Vous avez également certainement entendu parler de défenseurs des droits humains ou encore de défenseurs de l'environnement. Cette expression de défenseur des droits humains désigne toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, œuvre à la promotion ou à la protection des droits humains de manière pacifique. Ces défenseurs font face à de multiples menaces, arrestations et détentions, attaques physiques, poursuites judiciaires, surveillance, harcèlement, et parfois même ils sont assassinés. Selon l'ONG Frontline Defenders, 401 personnes ont été tuées en 2022 pour leur travail sur les droits humains, et ceux défendant l'environnement sont les plus visés. Alors vous me direz, mais quels sont les liens entre corruption et droits humains ? Et c'est justement ce dont nous parlons avec Liliane. Bonne écoute. Liliane Mouane, bonjour, bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter ? Bonjour Sophie et merci pour l'invitation. Je suis Liliane Mouane, je suis conseillère senior en corruption et droits humains pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty International. En quoi consiste le travail d'Amnesty International ? Amnesty International, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mouvement mondial, organisation non gouvernementale globale de plus de 10 millions de personnes dans plus de 150 pays et territoires qui font campagne pour mettre fin aux violations des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous donner un exemple du travail d'Amnesty pour que ce soit un peu plus concret ? Je pense que les gens ont entendu parler d'Amnesty International, mais peut-être un exemple qu'on voit le travail d'Amnesty. Je crois qu'on connaît Amnesty aussi pour des campagnes, pour libérer souvent ce qu'on appelle des prisonniers de conscience. On entend aussi souvent parler d'Amnesty pour le plaidoyer pour le changement de certaines lois et certaines politiques. C'est peut-être dans ce cadre-là que les uns et les autres pourraient avoir entendu parler d'Amnesty International. Et comme je l'ai dit, c'est dans 150 pays, donc ce serait un peu difficile, je crois, de donner un ou deux exemples peut-être, mais plus globalement, c'est ce genre d'action que l'on mène pour justement défendre les droits humains. Et justement, Amnesty International travaille sur la question des droits humains. J'ai cru comprendre que tu es pionnière dans l'organisation, c'est-à-dire que tu es la seule dont le travail porte uniquement sur corruption et droits humains. Donc ça paraît un peu surprenant qu'Amnesty International travaille sur la corruption. Pourquoi l'organisation a fait ce choix ? Déjà, il faut dire que dans le cadre du travail d'Amnesty International, nous avons eu ici et là à mentionner, à travailler sur la corruption et son impact sur les droits humains. C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas fait du travail approfondi, mais je crois que pour ceux qui lisent les rapports d'Amnesty International, ils verront par exemple
Dans le cadre de notre travail sur Shell et la pollution, par exemple, du secteur pétrolier au Nigeria, ils auront vu, par exemple, qu'Amnesty a quand même travaillé sur des questions de corruption. Ce qui est différent, c'est que depuis 2022, nous avons lancé tout un programme spécifique sur la corruption et son impact sur les droits humains. Et pourquoi le programme? Tout simplement parce que la corruption a un effet dévastateur sur la disponibilité, l'accessibilité, la qualité des biens et services liés aux droits humains, sur l'état de droit, sur des institutions. Pour une organisation telle que la nôtre qui fait des campagnes pour mettre fin aux violations des droits de l'homme, il était plus tenable de ne pas se concentrer d'une façon ou d'une autre sur cette question. Aussi, la deuxième raison pour laquelle nous avons décidé de lancer ce programme, c'est parce que justement, on s'est rendu compte que non seulement la corruption dans notre sous-région, parce que je dois dire que le programme jusqu'ici, il est focalisé sur la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est un projet un peu pilote, mais on espère l'étendre dans d'autres régions en Afrique et ailleurs. Dans les années à venir, on l'espère. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a des attaques, il y a des menaces dont subissent les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent ou exposent les faits de corruption. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit il était important, il est même urgent d'essayer de documenter ce qui se passe déjà dans nos sous-régions et aussi faire du plaidoyer pour que ces défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent les faits de corruption, parmi tant d'autres, soient protégés. Voilà un peu le contexte dans lequel on a créé ce nouveau programme. Mais c'est vrai que je suis jusqu'ici la seule qui travaille sur cette question, mais je dois avouer, je travaille avec des collègues qui travaillent sur des pays spécifiques, je travaille avec des collègues aussi à Londres et partout ailleurs. Donc bien que je sois la seule qui ait ce titre-là, nous sommes nombreux quand même à contribuer à ce programme-là. Pourquoi Amnesty International a décidé de mettre en place ce programme dédié sur le lien entre corruption et droits humains en Afrique centrale et de l'Ouest? Tu le disais, c'était pilote. Pourquoi finalement cette région-là et pas une autre région dans le monde, puisque la corruption, on en trouve partout à travers le monde. La corruption impacte les droits humains, par exemple dans mon pays, en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui a fait la particularité? Pourquoi Amnesty a choisi cette région-là? Ce n'est pas parce qu'on a constaté qu'il y a particulièrement des problèmes dans ces régions-là. C'est un programme du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a émis l'idée d'essayer d'investiguer un peu sur cette question-là, au vu du travail qui a été mené auparavant, au vu du constat qui a été fait sur la répression, mais aussi ce qui est important peut-être à noter, c'est que dans la sous-région, on retrouve des États tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Niger, qui ont adopté des lois de protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc, ces pays sont parmi les premiers pays d'Afrique à avoir adopté ces lois. Et d'autre part, on retrouve dans les mêmes pays des lois qui sont adoptées, mais des lois qui sont liberticides. Donc, au vu de ce constat-là, que le bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a voulu un peu investiguer pour savoir exactement ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce paradoxe. Donc, ce n'est pas parce que c'est une région dans laquelle on a le plus de cas identifiés de défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent des faits de corruption et qui sont réprimés, non. C'est juste parce que c'est une idée qui a été émise et le besoin venait de ce bureau-là. Mais sinon, comme je le disais, on interagit avec des collègues de l'Afrique de l'Est, on interagit avec les collègues de l'Afrique australe, on interagit avec les collègues qui travaillent dans d'autres régions, qui sont eux aussi intéressés par ce travail-ci que nous faisons. Et on espère justement après cette première phase, développer une stratégie et même une politique sur la corruption et les droits humains qui nous permettra d'étendre un peu le champ d'action. Tu nous as expliqué un petit peu que la corruption impacte les droits humains, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets qu'on puisse comprendre? Parce que droits humains, ok, on va parler de violation des droits humains, on se fait arrêter parce qu'on critique le pouvoir en place. Et on peut se poser la question, ok, mais qu'est-ce que vient faire la corruption dedans? Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu en quoi la corruption impacte les droits humains et en quoi la corruption et les droits humains sont finalement liés? La corruption a un impact à la fois direct et indirect sur les droits humains. Pour prendre un exemple concret de l'impact direct, on le ressent par exemple sur nos vies quand on va à l'hôpital et que, par exemple, pour obtenir des médicaments ou bénéficier des soins, on nous demande de payer des pots de vin. On le ressent aussi également quand on va pour inscrire nos enfants, par exemple, dans des écoles. Et puis, pour les inscrire dans des écoles qui sont mieux nanties, il nous faut payer encore une fois des pots de vin pour sauvegarder la place de l'enfant ou ainsi de suite.
Voilà des exemples concrets. Et ce que ça fait, ça discrimine contre ceux-là qui n'ont pas les moyens de payer des pots de vin et qui se voient donc aller dans des cliniques qui sont moins nanties ou des écoles qui sont moins nanties. Donc voilà un impact concret que la corruption a. Ce qui est de l'impact indirect, je pense que nous tous, nous avons entendu parler des soupçons de fraude massive sur la facturation des tests Covid, par exemple, que ce soit au Cameroun, au Royaume-Uni, au Ghana, en Suisse, au Nigeria, en France et même aux États-Unis. Aussi, je parlais tout à l'heure de l'impact que la corruption a sur les droits humains de ceux-là qui dénoncent ou exposent les faits de corruption. Je ne veux pas t'apprendre, Sophie, et peut-être à ceux qui nous écoutent, par exemple, qu'il y a des cas d'assassinat de journalistes qui, suite à des révélations sur des corruptions ou des allégations même, se sont fait assassiner, que ce soit au Ghana, au Cameroun et même à Malta. Donc voilà un peu des exemples concrets de l'impact que la corruption a sur des droits humains spécifiques. Tu mentionnais l'assassinat de journalistes, tu as parlé de Malte, je pense en Europe on peut aussi mentionner le journaliste slovaque qui a été assassiné il y a quelques années pour son travail sur la corruption justement. L'ONG Frontline Defenders recense plus de 881 cas d'attaques en cours dans le monde entier contre des défenseurs des droits humains. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les formes de répression qui existent à l'heure actuelle et est-ce qu'il y a certaines répressions qui touchent en particulier les activistes anticorruption ? C'est vrai que nous sommes particulièrement préoccupés par des désinformations et des cas de plus en plus nombreux de violences, de menaces, de harcèlement, d'intimidation, d'attaques et autres types de persécutions visant les défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption. Donc la répression, elle est à la fois légale et elle est à la fois économique. Et voilà, il y a aussi, comme je le disais, des attaques physiques personnelles. Donc voilà un peu le type de répression, si tu veux, qu'on constate, qu'on observe, visant les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent les faits de corruption. Pour donner des exemples concrets, en ce qui concerne la répression économique, il y a des journalistes, investigateurs togolais et nigériens, par exemple, qui nous ont dit que tandis que leurs confrères reçoivent de l'argent ou peut-être même dans certains cas des subventions des États, eux, par exemple, ils sont, pour utiliser le terme blacklistés, ils n'ont plus accès à de l'argent ou au financement qui viendrait, par exemple, de la publicité des acteurs économiques ou même étatiques. Ça fait en sorte que voilà, ils n'ont plus les moyens de payer des staffs, ils n'ont plus les moyens de payer certaines factures et du coup, ils se retrouvent en train d'arrêter des publications sur papier là et puis ils se retournent vers Internet. Au niveau de la répression légale, on a plusieurs cas de journalistes, de blogueurs qui se font arrêter suite à des publications et même souvent juste parce qu'ils ont republié des informations qui avaient été publiées par d'autres journalistes ou d'autres médias ou d'autres acteurs de la société civile. Mais eux, ils sont particulièrement ciblés parce qu'on se dit qu'ils dérangent, si vous voulez. Pour les réprimer, pour les faire taire, on utilise certaines lois draconiennes contre la cybercriminalité, contre le terrorisme, les lois de la diffamation, pour effectivement les harceler, les intimider et les faire taire. Donc voilà quelques exemples que nous avons déjà recensés dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez vu dans vos recherches que cela a déjà des répercussions ? Tu parlais des exemples de journalistes. Est-ce que maintenant ces journalistes n'osent plus parler ou investiguer sur les questions de corruption par peur des représailles et de la répression ? Est-ce qu'il y a des impacts concrets sur le travail de ces activistes anticorruption que vous voyez dus à cette répression ? Ce qu'on constate jusqu'ici, c'est qu'il y a deux types de réponses de la part de ces activistes et de ces journalistes et autres défenseurs des droits humains qui dénoncent les faits de corruption. D'une part, il y a certains qui décident de se cacher un peu, il y a une sorte d'autocensure et donc ils ne travaillent plus avec le même engouement. Ils essayent toujours de faire des dénonciations, mais elles ne sont plus aussi efficaces, aussi effectives, si vous voulez, parce que justement, cette répression, elle n'est pas, on parle des années d'intimidation, pas des années de harcèlement. Et donc, du coup, ils en ressortent un peu fatigués. Il y en a qui décident de baisser un peu la température, pour utiliser le terme des citoyens-là, pour essayer de ne pas trop être visibles. D'autre part, il y a des journalistes, il y a des activistes qui pensent un peu plus long terme et qui se disent que si nous, on essaye, comme je disais, de baisser la température, si nous, on essaye d'être moins visibles, quelle est la leçon que tireraient ceux qui viendraient après nous?
Et donc ceux-là, ils essayent de faire autre chose, c'est-à-dire ils continuent le travail, mais aussi ils essayent de former, d'éduquer ceux-là qui sont plus jeunes. Ils essayent aussi de rester toujours visibles parce que être visible aussi, c'est comme une sorte de protection pour eux. La troisième réponse, c'est qu'on constate qu'il y a aussi des réseaux qui se forment, par exemple des réseaux des journalistes, des jeunes avocats. Donc il y a des réseaux qui se forment pour travailler ensemble et pour pouvoir un peu mieux se protéger. Donc il y a ces trois types de réponses que l'on observe jusqu'ici, de la part de ces activistes-là qui sont réprimés par les États. Et une autre question que je me posais, c'était de savoir si la répression à l'égard des défenseurs des droits humains et de ceux qui travaillent en particulier sur la corruption, s'il y avait une différence entre les femmes et les hommes. Je me demandais si les femmes faisaient face à des menaces ou à une répression spécifique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou pas vraiment? Est-ce que ça vaudrait le coup de se pencher sur cette question, s'il y a une différence dans la manière dont les hommes et les femmes sont traités par rapport à cette répression et à ces menaces? C'est une très bonne question et je suis d'avis qu'il faudrait justement qu'on essaye un peu plus de mener une réflexion sur cet aspect-là. L'aspect genre, nous avons discuté avec plusieurs défenseurs des droits de l'homme, ceux-là qui dénoncent les faits de corruption, et avec des jeunes femmes et avec celles-là qui ont un peu plus d'expérience. Et ce que l'on constate, c'est que pour les femmes, bien sûr, il y a la répression de la part de l'État, il y a la répression aussi de la société. Par exemple, nous nous sommes entretenus avec une de ces défenseuses des droits de l'homme qui nous disait qu'il y a des femmes comme elle qui lui posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne se calme pas, pourquoi est-ce qu'elle ne se concentre pas, par exemple, à élever ses enfants et à s'occuper de son mari, pourquoi a-t-elle besoin de crier haut et fort qu'il faut changer des lois. Donc, ce genre d'activisme n'est pas accepté par certains membres de la société. Donc, ces femmes-là ressentent la répression aussi au niveau de la société, qui se disent que, bon, ils n'ont pas leur place dans cet environnement-là. Et ça aussi, ça a un impact psychologique, on doit le dire, sur ces femmes-là. Certaines persistent et d'autres, comme je le disais, essayent de se cacher, essayent d'être moins visibles. Il y a aussi des femmes qui nous ont dit, par exemple, lorsqu'elles manifestaient, il y a l'aspect violence sexuelle aussi, encore de la part, pas forcément de la part des acteurs étatiques, mais aussi de la société, d'autres personnes avec qui elles manifestent bizarrement. Celles-là aussi, elles essayent un peu de se protéger, mais il y a aussi cet aspect-là qui dissuade certaines femmes justement d'aller dans la rue pour manifester comme d'autres personnes. Donc, cet aspect genre, c'est certainement un aspect sur lequel il faudrait qu'on se penche un peu plus. De notre côté, des deux formes de répression qui diffèrent un peu, si vous voulez, qu'on soit un homme ou une femme dans la sous-région. Tu mentionnais tout à l'heure la cybercriminalité. Et j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ce sujet-là. On a vu que la cybersurveillance, c'est un problème majeur. On l'a vu notamment grâce au travail d'Amnesty International, qui a révélé en 2021 le plus important scandale d'espionnage à travers le logiciel Pegasus, qui a été développé par l'entreprise israélienne NSO Group, et qui a été vendu à des États pour surveiller des journalistes et des chefs d'État, mais aussi des avocats, des activistes ou des responsables politiques. Depuis les révélations de ce scandale, est-ce qu'il y a des progrès? Où est-ce qu'on en est au niveau de la cybersurveillance et de la cybercriminalité à l'égard des défenseurs des droits humains? Justement, déjà, ces lois-là, on les retrouve dans plusieurs pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a des progrès? On a quelques progrès. Au Niger, par exemple, le gouvernement a révisé les lois suite à l'activiste d'Amnesty International, mais aussi des acteurs de la société civile, des journalistes au niveau national. Donc, le Niger, il a révisé la loi sur la cybercriminalité. Bien que, et ça c'est encore à vérifier, bien qu'il y ait certains activistes qui disent que la nouvelle loi ne s'applique toujours pas. Donc là, il faudrait peut-être clarifier ce point avec le gouvernement pour savoir effectivement si la nouvelle loi qui a été révisée s'applique ou pas. Et on a salué d'ailleurs les efforts du gouvernement du Niger qui a répondu à certaines attentes. On doit dire que tous les articles liberticides n'ont pas été éliminés, néanmoins, on voit du progrès dans ce sens-là. Et quelles sont les mesures à l'heure actuelle qui existent pour protéger ces défenseurs des droits humains qui travaillent sur la corruption? Est-ce qu'il existe des mesures pour les défendre et les protéger contre cette répression, contre cette violence?
Il y a certains mécanismes qui sont déjà en place. Il y a des organisations telles que celles que tu as mentionnées, Frontline Defenders par exemple. Il y a des organisations telles que RSF, Reporters sans frontières, Committee to Protect Journalists, le comité de protection des journalistes. Ces organisations-là et bien d'autres qui font de leur mieux pour essayer de soutenir, de venir en aide aux journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent les faits de corruption. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je crois qu'il y a certains défenseurs qui sont par exemple en exil grâce au travail qui a été fait par ces organisations et d'autres. Il y en a qui ont des avocats aujourd'hui parce que des organisations telles qu'Amnesty International et Frontline Defenders et bien d'autres essayent de recruter ces avocats pour soutenir ces acteurs-là. Il y a ces mécanismes, mais je dois avouer que ce n'est pas suffisant. Et on constate qu'il y a beaucoup de financement pour des programmes de lutte contre la corruption, mais il n'y a pas assez de financement sur des programmes de protection de ceux-là même qui nous aideraient à lutter contre la corruption. Donc, l'idée du programme aussi, c'est d'alerter la communauté internationale sur cet aspect-là qui jusqu'ici a été un peu négligé. Et s'il y avait une mesure phare absolument à mettre en place pour les protéger, qu'est-ce que ce serait? Quelle serait ta recommandation? Ça, c'est une grosse question. Une seule mesure? Donc, je vais un peu tricher et je vais proposer 2 mesures très rapidement. Une mesure qui ne nécessite pas nécessairement du financement serait, par exemple, pour ces acteurs-là, tels que ces acteurs régionaux et internationaux, tels que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et organisations internationales telles que les Nations Unies, ce serait de vraiment rendre visible le travail de ces défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent les faits de corruption. Ça, c'est important et c'est une forme de protection dans le sens où une fois qu'on voit une déclaration, une fois qu'on voit un communiqué de presse sur un cas ou un autre, ça donne le signal que voilà, nous observons ce qui se passe. Nous savons que des pays tels que les États-Unis le font, nous savons que les Nations Unies le font, nous savons que la Commission africaine le fait, mais on a besoin de plus d'appui, il y a un besoin de plus d'accompagnement, de soutien de ces acteurs-là. Donc ça, c'est une mesure qui ne nécessite vraiment pas de financement, mais qui est toutefois importante. Une autre mesure qui, cette fois, nécessite des financements, c'est bien sûr financer des programmes ou des projets de protection des défenseurs des droits de l'homme. Je sais qu'il y a des acteurs tels que, par exemple, Anas Armeyo Anas, le journaliste ghanéen, qui a créé une sorte de cadre où des journalistes d'investigation ou des lanceurs d'alerte peuvent justement aller un peu souffler après des investigations, des révélations, laisser que le temps passe pour revenir avec un peu plus d'enthousiasme, avec un peu plus d'énergie. Ce repos-là, il peut sembler être minimal, être rien du tout, mais c'est important pour ces acteurs-là, au vu de la répression qui est vraiment forte auquel ils font face. Donc, je crois que c'est 2 propositions que je peux partager là très rapidement. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi à mon micro et de parler de cette question très importante du lien entre corruption et droits humains. Donc j'espère que celles et ceux qui nous écoutent, cela leur apportera des éléments en plus qui verront bien le lien entre ces 2 thématiques. Bon courage, bonne continuation Liliane avec ce programme et j'espère qu'il sera étendu à travers le monde. Ceci est un appel à Amnesty International de travailler sur cette question au niveau global. Merci encore. Merci à toi Sophie, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.